Bien, monsieur, nous voici de retour sur ce plateau. Monsieur Abba, on parlait du cadre d'amélioration de la lutte contre le blanchiment de capitaux en Afrique, en général et en Afrique occidentale en particulier. Vous dites qu'il n'y a pas d'État voyou qui refuse d'accepter de corriger ces lacunes. Pourtant, dans la région du Sahel et du lac Tchad, on a l'impression que c'est ce qui se passe. C'est votre impression, heureusement. D'ailleurs, la zone que vous avez citée, il y a sur le plan opérationnel, il y a les forces conjointes qui travaillent pour lutter contre les groupes terroristes, Boko Haram et puis les groupes affiliés. Mais pour ce qui concerne le blanchiment des capitaux, je vous l'ai dit tantôt, c'est volontairement que la conférence des chefs d'État et de gouvernement a décidé, compte tenu de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui, exactement. Compte tenu des conséquences néfastes que représente le blanchiment des capitaux, le financement terroriste, qu'ils ont volontairement décidé de créer le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest pour y faire face. Donc, vous ne pouvez pas dire que les États de l'Afrique de l'Ouest sont réticents. Pas du tout. Et au contraire, comme je vous l'ai indiqué tantôt, dans le premier cycle d'évaluation mutuelle, tous les États membres se sont volontairement mis dans cet exercice d'évaluation mutuelle. Et nous sommes actuellement dans le processus du second cycle d'évaluation mutuelle. Et déjà, il y a 4 États qui se sont soumis à cet exercice. Il y a le Ghana qui a vu son rapport d'évaluation mutuelle adopté l'année passée. Il y a le Sénégal qui est dans le processus, il y a le Cabo Verde et le Burkina Faso. Donc, il y a un programme qui est fait pour que chaque État, lorsque son tour arrive, qui se soumette à cet exercice mutuel, et le Togo va passer en 2019. Des blanchisseurs d'argent s'adaptent aisément aux évolutions technologiques pour leurs besoins. Est-ce que la lutte est impossible? La lutte n'est pas impossible puisqu'il y a la volonté politique des États membres. Toutes les autorités se concentrent parce que lorsqu'il y a blanchiment de capitaux, c'est que ces produits illicites qui sont blanchis sont facilement utilisés pour commettre les actes terroristes. Donc ils financent le terrorisme. Et dans ces conditions, je pense que tous les États en sont conscients et prennent des mesures adéquates pour faire face à ces fléaux. Et donc nous ne pouvons pas du tout dire que la lutte est vaine. Elle est compliquée parce que les délinquants sont très assidueux, ils ont de l'imagination fertile, alors que les États prennent du temps à élaborer les textes. Heureusement, pour la zone UMOA, l'ensemble des États membres a pu intégrer dans leur corpus juridique la loi uniforme sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Togo l'a fait en avril passé, et après c'est le Bénin puis la Guinée-Bissau qui ont bouclé cette internalisation de la loi uniforme contre le blanchiment sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Qu'est-ce que cette loi prévoit? Non, cette loi prévoit les mesures préventives contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prévoit les mécanismes de poursuite et les peines. C'est une loi à la fois préventive et répressive. Exactement. L'argent sale, mais aussi l'argent propre peut servir à financer le terrorisme. Oui, mais pour ce qui concerne le financement du terrorisme, ce n'est pas seulement l'argent sale qui sert à alimenter les activités terroristes. L'argent propre aussi, puisque c'est une question de conviction, une question d'intérêt. Les individus pervers n'hésitent pas à sortir de leur propre argent, leurs fonds qu'ils ont obtenus légalement, licitement, pour les faire utiliser dans la commission des actes terroristes. Mais comment détecter par avance que ces capitaux vont servir à financer des actes terroristes? A priori, vous ne pouvez pas le savoir. Et il faut une enquête. C'est pourquoi la formation est très importante. La formation à tous les niveaux. La coopération est très importante également.
Lorsque les parties prenantes à cette lutte, par exemple les CENTIF, les banques, sont assez sensibilisées sur les techniques qu'utilisent les délinquants à travers leur banque, elles vont mettre des mesures. Et heureusement, ces activités-là, ces délinquants-là, utilisent de moins en moins les systèmes financiers parce que les mesures sont draconiennes, sont prises pour essayer de juguler ce blanchiment de capitaux à travers les circuits normaux et surtout le financement du terrorisme. Par contre, les autres points, par exemple, lorsque nous prenons le secteur des ONG, les terroristes peuvent utiliser les ONG pour financer leurs activités. Il suffit puisque certaines ONG sont complices, on vous dit il faut concevoir le projet, on conçoit le projet, on le finance. Si le projet doit coûter 100 millions, ils peuvent donner 200 millions. Le projet sert à réaliser effectivement ce qui est prévu, le projet qui est prévu. Une partie de l'argent. Une autre partie de l'argent peut servir à financer les activités, les actes terroristes. Ça veut dire qu'une collaboration est nécessaire? Absolument, la collaboration est nécessaire, d'abord au plan national. D'ailleurs, la population doit être sensibilisée à cette lutte. Si la population est sensibilisée, elles peuvent détecter facilement certaines personnes qui ont des comportements un peu bizarres et dénoncer ces personnes. Ensuite, sur le plan national, il faut que tous les services d'investissement, autant pour moi, de renseignement, les services d'investigation, les services d'enquête coopèrent, échangent des informations pour faciliter leurs activités. C'est aussi important au niveau judiciaire. Lorsqu'il y a la coopération entre les services d'enquête, les services de renseignement, la CENTIF, je crois que le travail des juges sera plus aisé parce qu'ils auront les éléments de preuve pour condamner au moment opportun. Est-ce que c'est de même, cette coopération doit être internationale. Vous savez, les délinquants sont en réseau et travaillent en réseau, hors des frontières, et donc il faudra aussi que la coopération internationale suive, aussi bien en matière de renseignement, en matière d'information, en matière de partage d'informations, en matière de coopération judiciaire, en matière de tout ce qui est nécessaire pour aboutir à une enquête fructueuse, aboutir à une condamnation. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Absolument, les États l'ont compris. D'ailleurs, le sommet, c'est juste pour insister sur le partage d'informations, sur le partage des renseignements. Est-ce que ce partage, il n'y aura pas de risque en matière de ce partage d'informations? Non, mais ceux qui manipulent ces renseignements, ils sont tenus par le secret professionnel. Donc, il n'y a pas forcément de risque, sauf les complices qui peuvent vendre les mèches, que voilà, nous sommes en train de mettre en place tel système, tel mécanisme pour faire face aux activités que vous êtes en train de planifier. Sinon, dans l'ensemble, je crois que tous les États sont sensibilisés. Les acteurs qui sont impliqués dans cette lutte sont assez conscients, c'est des personnes responsables et qui font leur travail, qui coopèrent sans arrière-pensée, qui coopèrent juste pour avoir l'efficacité sur le terrain. Les États, les organisations non gouvernementales, les banques, vous les appelez tous à une collaboration. Absolument. Quelle est la place de la société civile dans cette lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme? Je venais de l'indiquer. Lorsque les organisations de la société civile sont sensibilisées, d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles les sociétés civiles sont actives, c'est la bonne gouvernance. La société civile se bat pour que les États assurent un mieux-être à leur population, fassent une bonne gestion de la chose publique et cherchent vraiment, véritablement la bonne gouvernance. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que toute activité qui tend à saper la transparence dans les activités, elle est là pour dénoncer. Donc, les organisations de la société civile sont très actives pour combattre aussi, pour lutter contre la corruption.
vous n'êtes pas sans savoir que la corruption fait partie d'une des infractions, ce que nous appelons infraction sous-jacente, c'est-à-dire une infraction d'origine qui permet à celui ou corrompu d'avoir de l'argent. Vous voyez, les organisations de la société civile sont très actives et se battent comme cela se doit pour que les gouvernants assurent une bonne gestion de la chose publique. Et que c'est aussi le rôle du GIABA d'arrêter de juger les fraudeurs? Non, le GIABA, c'est une institution qui imprime la politique, qui imprime les mesures à mettre en œuvre par les États membres. Le GIABA n'a pas les OPJ, les officiers de police judiciaire. Le GIABA n'a pas de juge. Mais chaque État fait son travail et fait le rapport au GIABA. Une autre question, quelle peut être selon vous la meilleure riposte à la lutte contre le blanchiment de capitaux en Afrique de l'Ouest? La meilleure riposte, c'est d'abord la mise en place des dispositifs juridiques et institutionnels. Et les États l'ont fait. Et ensuite, il faut que ceux qui sont chargés de faire des investigations, de faire des enquêtes, de réprimer, soient compétents pour assurer cette lutte. Donc il y a la formation. La formation est très importante et heureusement, avec l'appui de l'Union européenne, le GIABA est actuellement en train d'exécuter un projet de formation des cellules de renseignement financier ainsi que tous les autres acteurs qui sont chargés de faire les enquêtes, les investigations et d'engager des poursuites et des répressions contre ces blanchisseurs. De chaque pays membre? De chaque pays membre, exactement. Tous les États membres du GIABA bénéficient de cette formation. La lutte contre le blanchiment de capitaux nécessite beaucoup de moyens. Le GIABA, est-ce que vous n'êtes pas parfois en manque de moyens financiers pour faire votre travail? Dans tous les cas, puisque c'est une institution spécialisée de la CEDEAO alloue les fonds pour permettre au GIABA de mener ses activités. Et le GIABA ne croise pas les bras aussi pour attendre seulement les prélèvements communautaires. Le GIABA aussi mobilise les fonds pour lui permettre, à travers les partenaires au développement, de mener à bien ses activités. C'est pourquoi je vous parlais tantôt de l'appui de l'Union européenne qui permet effectivement d'assurer une bonne formation aux acteurs qui sont impliqués dans les investigations, dans les enquêtes et dans la répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Est-ce que vous êtes autonome? Autonome, nous avons deux hiérarchies. D'abord, le GIABA a pour instance de décision le comité ministériel. Ça, c'est les statuts du GIABA qui les définissent. Et ensuite, le GIABA travaille sous la coupe du GAFI, groupe d'action financière. Et le GIABA fait rapport à ces différentes hiérarchies pour qu'elle apprécie ce que le GIABA fait dans son mandat. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme menacent donc la stabilité économique et financière des États de l'Afrique. Il faut faire tomber ceux qui commanditent ces crimes ou juste de leurs produits. La traque de l'argent du terrorisme était facile dans ce contexte de mondialisation qui a facilité l'accès aux paradis fiscaux des personnes. Vous savez, le financement du terrorisme a plusieurs créneaux. C'est vrai, bon, pour ce qui concerne les paradis fiscaux, ce ne sont pas forcément ceux qui utilisent les paradis fiscaux qui financent le terrorisme. Il y a de grandes personnalités juste pour éviter de payer beaucoup d'argent au fisc. Les fraudeurs? Oui, les fraudeurs qui s'intéressent aux paradis fiscaux. Donc, ce ne sont pas des personnes qui sont intéressées forcément par les activités terroristes. Et dans le cadre de la mondialisation, est-ce que la lutte est possible? Oui, en avril passé, le président de la République française avait convoqué une réunion sur le financement du terrorisme à Paris. Et c'était justement pour définir les meilleures stratégies, les meilleures mesures pour faire face à ce fléau. Et donc, la communauté internationale est très consciente
et s'est engagé et met d'ailleurs beaucoup de moyens pour venir à bout des activités terroristes dont le financement du terrorisme est un acte, fait partie du terrorisme. On se sépare donc. Merci Kimela Balou Abba d'être passé sur ce plateau. Vous êtes le directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, JIABA. Merci également à vous pour votre fidélité.